pour l'instant, il est temps pour moi de recevoir donc mes chroniqueurs, mes invités. Je salue tout de suite Abir, notre chroniqueuse. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Elle est également rédactrice de Buzimeuse. Oui. Voilà, en ligne, un magazine en ligne. Nous avons Ali Giard sur le plateau. Il est élu au numérique à la mairie de Sevran. Il est adjoint au maire. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci de nous avoir invités encore. Mais je t'en prie. Et mon fidèle ami Abdeslam Itache avec nous, maire adjoint à la ville du Blanc-Ménil dans le 93. Bonsoir. Bonsoir Fawzi, bonsoir aux auditeurs. Alors, ce soir, nous avons le plaisir de recevoir quelqu'un qui va nous éclairer sur la blockchain. Il s'appelle Nassim Belwar. Il est étudiant en master, en master expertise économique. Il va nous parler donc de la blockchain. C'est quoi la blockchain? Eh bien, c'est tout simplement une technologie de stockage et de transmission d'informations sécurisée, transparente et qui fonctionne surtout sans organe de contrôle. Bonsoir à vous. Bonsoir et merci. Bonsoir à tous les auditeurs et merci pour l'invitation. Eh bien, écoutez, c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. Vous réagissez beaucoup à ce sujet, à cette thématique de la blockchain. Donc pour vous, c'est quelque chose qu'on va devoir vivre. Ça va arriver d'une manière ou d'une autre. Déjà, ça commence à arriver. Est-ce que vous pouvez, vous, de votre point de vue, parce que vous êtes un expert en économie, c'est un sujet qui vous passionne et que vous connaissez bien, parlez-nous de votre point de vue de la blockchain. D'accord, donc d'abord il faudrait savoir que la blockchain actuellement elle est dans sa genèse, elle est comme on la compare à Internet dans les années 90. Actuellement la blockchain connaît une émergence énorme, chaque jour qui passe dans la blockchain c'est une année d'évolution, chaque jour il y a de nouvelles innovations, que ce soit dans ces trois fonctionnalités, que ce soit dans le côté financier. Parce que la blockchain elle permet de faire des paiements électroniques, également grâce au smart contracts, c'est des contrats intelligents, et aussi grâce à la notarisation. Donc en regroupant ces trois fonctionnalités, chaque jour il y a des nouvelles entreprises et des startups qui se développent autour de la technologie blockchain qui va devoir changer notre monde et notre conception de... Notre façon aussi de consommer peut-être? Exactement, il y a des crypto-monnaies qui sont des crypto-monnaies écologiques, on peut aussi utiliser les smart contracts pour faire un partage d'énergie. Par exemple, vous placez dans une smart city, une cité intelligente, vous allez placer des panneaux solaires et si vous ne consommez pas votre énergie, vous pouvez la vendre automatiquement grâce au smart contract, vous pouvez automatiquement la vendre à votre voisin ou bien à quelqu'un de vos proches. Des collectivités locales qui en ont besoin. Alors en préparant cette émission, j'ai appris beaucoup de choses sur la blockchain et sur les bitcoins et autres monnaies virtuelles. Alors la blockchain ne sert pas uniquement à payer, acheter ou vendre avec de la monnaie, qui est généralement de la monnaie virtuelle comme le bitcoin, mais il est question également de sauvegarder des données sensibles, comme par exemple des actes de naissance, des passeports, la carte vitale, le cadastre aussi, parce que il y a des pays qui ont déjà mis en œuvre cette blockchain pour justement renforcer leur cadastre, comme le Ghana en Afrique, les Honduras aussi, vous l'avez signalé aussi dans votre bio. Donc il y a une multitude d'usages à cette blockchain. Est-ce que vous envoyez une limite? Je ne peux pas envoyer une limite, on ne peut pas faire une limite actuellement à la blockchain. Elle est utilisée que ce soit dans le côté financier, que ce soit dans les assurances, grâce aux micro-contrats. Également, on peut organiser des votes en ligne, des référendums, on peut certifier des diplômes. Ça existe des entreprises qui certifient les diplômes grâce à la blockchain. On peut également... On peut faire l'authentification des œuvres d'art, par exemple, les photos, la musique. Oui, ça se fait actuellement. Également, c'est utilisé pour... actuellement, il y a un projet qui s'appelle IOTA. C'est en fait une technologie d'objets connectés. Elle permet, vous êtes là dans le plateau actuellement, si vous avez oublié par exemple de fermer votre fenêtre à la maison, vous pouvez le faire grâce à votre téléphone. Et ça utilise donc la technologie blockchain? IOTA, c'est pas exactement, elle s'est inspirée de la blockchain, elle est actuellement dans une période bêta, elle n'est pas encore lancée parce qu'elle doit faire des partenariats, mais elle va être lancée très bientôt. Alors pour vous, vous qui êtes un expert dans ce domaine, quel est pour vous le point fort majeur de la blockchain?
Le point fort majeur, d'abord, c'est la sécurité. Sécurité totale à toute Oui, épreuve. grâce à la cryptographie asymétrique. Donc, Alors expliquez-nous. En fait, la blockchain, en fait, comme son nom l'indique, c'est C'est une chaîne de blocs. c'est une chaîne de blocs, comme son nom l'indique. Mhm. Donc, cette chaîne de blocs, une fois qu'un bloc est validé par les mineurs, ça va être réparti sur l'ensemble de la communauté, en fait. Sur plusieurs ordinateurs en fait. Ouais, Voilà. sur l'ensemble de la communauté. Alors c'est quoi un bloc? Est-ce que vous et moi, on peut créer un bloc ensemble? Par exemple, vous m'achetez quelque chose ou je vous vends une information ou... Je vous explique comment ça fonctionne. Par exemple, moi j'ai envie de vous transférer par exemple un Bitcoin. En fait, moi j'ai une application, une wallet qu'on appelle un portefeuille en ligne en fait. Donc je mets le montant et tout. Et vous allez me donner une adresse dans laquelle je vais devoir vous envoyer l'argent. Mhm. Et on va envoyer un signal pour des mineurs, ce qu'on appelle des mineurs. C'est des ordinateurs qui sont connectés et leur fonctionnalité c'est de Réguler? non, en fait ils vont comment dirais-je Contrôler. exactement contrôler si vous possédez exactement un Bitcoin, si vous ne l'avez pas déjà utilisé. Et une fois Oui. qu'ils vont valider cette transaction, ça va être ajouté dans la chaîne de blocs. Ça Mhm. va être ajouté. Après, il y aura énormément d'informations qui vont être... Il n'y a pas Rajoutées. uniquement votre transaction. Il y aura plusieurs autres transactions D'accord, Avant- différentes. différentes. Entre d'autres personnes. Exactement. D'accord. Avant, une chaîne de blocs, elle contenait 1 méga Ah oui. de données. Actuellement, avec le fall qu'il y a eu, là je parle du Bitcoin, hein, parce que existe plus de 950 crypto-monnaies. Chaque crypto-monnaie a sa spécificité. D'accord. Donc elles ne fonctionnent pas toutes de la cette même façon, manière, parce qu'il n'y a d'accord. pas une seule blockchain. Il y a énormément de blockchains. Ah d'accord, il y en a plusieurs aussi. Ah oui, il y a une blockchain Ethereum, il y a une blockchain Bitcoin, il y a plusieurs blockchains. Oui. Bon, on va pas s'en sortir finalement. Ouais. Non, Parce que mais- si en plus c'est infalsifiable et inattaquable non plus, Exactement, je vais finir. Pourquoi ouais. c'est inattaquable? Parce que si vous voulez falsifier un ordinateur, Ouais. il y aura des millions d'ordinateurs qui possèdent même information. l'information. Donc on ne peut pas s'amuser à aller modifier l'information sur des millions et si on a affaire à des hackers justement qui arrivent à falsifier des millions d'informations, de la même information, mais qui se trouvent sur des milliers de postes, des millions de postes, ça serait peut-être envisageable, hein? Non, c'est pas envisageable, mais ce qui est envisageable actuellement avec le Bitcoin, hein, le Bitcoin, c'est que lorsqu'il y aura un État ou bien une entité qui va posséder 51% de validation de ces données-là, elle pourra choisir la chaîne. Donc en fait, les blocs vont choisir la plus grande chaîne. Donc ils peuvent faire une double validation. D'accord. Donc on sera obligé de passer par eux pour valider. Exactement. Alors que là, c'est Donc validé par la communauté. ils vont avoir un monopole. Donc là, ils peuvent influencer Ouais. sur la chaîne. Pour l'instant, on n'est pas encore arrivé là. Ouais. Malgré que les Chinois possèdent la plus grosse partie, la plus grande part de marché en termes de mineurs. Ouais. Mais le Bitcoin va être amélioré au mois de novembre. Il y aura un deuxième fork Mhm. pour améliorer le prototype. En fait. D'accord. Alors, Ali Giard, vous êtes élu au numérique à la ville de Sevran. On vous avait reçu il y a quelques jours ici sur le plateau. Quel est votre point de vue, votre regard à vous sur la blockchain, sur les bitcoins et sur la monnaie virtuelle? Alors, c'est vrai que c'est un sujet qui est tout à fait passionnant et on sent que, voilà, on parle de disruption économique, il y a de nouveaux acteurs économiques qui arrivent sur le marché, l'ubérisation, etc. Et effectivement, comme l'a très bien dit notre expert Nassim, Bitcoin fait partie de cette nouvelle technologie là qui arrive et qu'on maîtrise pas bien forcément et qui interpelle. Sur la question de la sécurité, c'est vrai que c'est des technologies qui sont sécurisées, mais moi je suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous disiez Nassim. Je pense que le risque zéro, y compris en informatique, n'existe pas. Aujourd'hui, tous les systèmes sont craquables, en théorie hein, évidemment. Alors effectivement, en pratique, c'est parfois très compliqué, mais on parle souvent de capacité de calcul et les dernières crises virales, et je pense notamment à la crise qui a touché 250 pays, la crise WannaCry, justement installait sur différentes machines des micro-programmes qui perturbaient la machine. Donc aujourd'hui, je pense que c'est une question de capacité de moyens techniques et que effectivement, le risque zéro n'existe pas. Après,
La question que vous posiez tout à l'heure sur les enjeux en fait des bitcoins et de la blockchain, moi je pense qu'en 2008, effectivement, le monde a connu une crise majeure, Oui, une crise oui, on s'en souvient. financière avec les subprimes. Et on a perdu la confiance à travers les banques. C'était ça en fait l'enjeu. Et effectivement, la personne qui qui interpelle, donc c'est Satoshi Nakamoto, je parle sous votre contrôle, dont on ne sait pas forcément si c'est un groupe de personnes, si c'est un alias, en tout cas apparemment qui aurait créé ça en Asie, voulait mettre en place un système justement qui évite de passer par un tiers de confiance et par, vous le citiez tout à l'heure, un organe de contrôle. Voilà, donc généralement c'est soit les gouvernements, soit les banques. Soit les gouvernements, soit les banques, soit les individus, des structures assez fortes. Et là, en fait, on passe d'un message de gré à gré. Donc c'était ça l'enjeu. Et effectivement, c'est aussi l'enjeu de l'open source. Parce que dans l'open source, ça rejoint la mentalité du Bitcoin. On est sur des communautés qui partagent donc de manière transparente des nouvelles technologies. Et si moi je veux arriver pour faire évoluer le système, la communauté, je m'adresse à la communauté, va devoir faire valider que moi, mes nouvelles dispositions sont conformes à la communauté. Et c'est exactement le cas du Bitcoin. Après, je vous dirais que moi, mon point de vue, donc il est à la fois optimiste parce que on fait des choses qu'on ne fait pas avec une monnaie classique. Mais c'est vrai que derrière, ça interpelle parce qu'on ne sait pas qui se cache derrière tout ça. Quand on parle à l'opinion publique, personne ne comprend pas grand-chose au Bitcoin. Moi, j'ai fait un test dans ma famille et je parlais une autre langue. Donc, c'est une technologie qu'on ne comprend pas. Il y a eu des vols de Bitcoin sur Internet et il y a des États aujourd'hui qui interdisent l'utilisation du Bitcoin. On parle de la Chine, par exemple. Il y a des recommandations dans la législation chinoise, y compris japonaise, qui disent que le Bitcoin, aujourd'hui, c'est une monnaie qui n'est pas totalement maîtrisée, justement, parce qu'il n'y a pas ce tiers de confiance. Donc il y a à la fois des avantages parce que ça permet, vous le disiez tout à l'heure, et vous, à travers les exemples, de mettre en place de nouveaux services, mais c'est quand même limité parce que on ne sait pas à qui on confie notre monnaie. Alors justement, pour aller dans ce sens-là, il y a quelques jours, le PDG de Goldman Sachs a interdit ses traders de vendre et d'acheter des bitcoins et celui qui le faisait serait licencié sur le champ parce qu'il n'a absolument pas confiance sur les entités qui pourraient se cacher derrière tout ça. Néanmoins, Goldman Sachs et d'autres sociétés comme par exemple AXA ont investi, comme AXA a investi plus de 55 millions d'euros dans ces histoires de Bitcoin et de blockchain. Donc c'est que quelque part ça leur inspire un intérêt quelque part. Et puis pour aller dans le sens aussi de la notion de confiance, c'est-à-dire que Nassim et moi, si on fait un échange sur Internet aujourd'hui, il va y avoir une relation d'échange, c'est-à-dire que je vais payer avec ma carte bleue via ma banque qui va lui transmettre mon paiement, mais elle va prendre un billet en passant. Là, il y a une notion de confiance par rapport à un tiers, c'est-à-dire la banque. Ça pourrait être un autre groupement. Et dans cette histoire de blockchain, il n'y a plus de tierces personnes, c'est-à-dire c'est des relations peer-to-peer, c'est de pair à pair. C'est grosso modo ça. Par contre, les détracteurs de la blockchain vous parlent du syndrome des généraux byzantins. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Le syndrome des généraux byzantins, c'est-à-dire que... C'est un problème mathématique. Exactement, c'est-à-dire que vous avez un ensemble de généraux byzantins qui doivent élaborer un plan d'attaque ensemble, mais parmi ces généraux, il y a de bons généraux fidèles à Byzance et des traîtres à Byzance. Donc, comment savoir qui est le traître ? Parce que dans cette histoire de contrôle, on ne sait pas qui est derrière, donc on ne sait pas s'il est réellement de bonne foi ou de mauvaise foi. Comment est-ce qu'on peut contourner ce... D'abord, je dois rectifier quelques données parce que la Chine n'a pas interdit les crypto-monnaies, elle a interdit les ICO. C'est le levée de fonds qu'on fait grâce à la blockchain Ethereum, ce n'est pas les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies ne sont pas interdites, mais néanmoins elles sont placées comme une innovation à surveiller. Ouais. C'est comme en Europe. On ne parlait pas d'interdiction, mais de recommandation. Oui, j'ai lu le rapport. Ils en ont peur, les Chinois. J'ai lu le rapport de la Banque centrale chinoise. Oui. En fait, parce que durant les ICO, il y a énormément d'arnaques dans les ICO, parce que c'est pas régulé, donc tout un chacun peut prétendre avoir une ICO, faire une levée de fonds, et il va prendre de l'argent et il va se barrer. Il y a eu énormément. Ouais. Donc c'est pour cela qu'on avait lancé justement Blockchain Algérie. C'est un bureau de conseil d'expertise afin d'accompagner les gens pour les donner notre point de vue sur des ICO, bien sur des crypto-monnaies, afin que notre communauté ne va pas être arnaquée et tirer profit du bénéfice de cette blockchain.
pour le problème mathématique, effectivement, ça existe, mais à partir du mois de novembre, il y aura un deuxième folk, parce qu'il y a eu un premier folk. Ça se passera où, deuxième? En fait, ça se passe par Internet, il y a un consensus et la communauté, vous et moi, on va voter si on va approuver un programme. Et s'il est approuvé, ils vont le mettre le protocole afin d'améliorer. Ça se passe vraiment en démocratie parfaite. Et il faut qu'il y ait plus de 95% de votes favorables pour que le programme va être approuvé. Oui, mais il y a bien quand même quelqu'un derrière qui propose un programme. C'est des développeurs, il n'y a pas qu'une seule personne, c'est un ensemble de développeurs. Mais ils travaillent ensemble. Oui, ils travaillent ensemble. Il y a des forums. Il y a par exemple le Bitcoin Talk. C'est un forum qui permet aux développeurs de c'est peut-être eux les généraux byzantins. C'est peut-être eux. Parce que peut-être que dedans il y a des gens qui travaillent pour des gouvernements. Oui, mais il faudrait savoir que dans le Bitcoin, il y a énormément de classes. Par exemple, dernièrement, il y a eu un deuxième Bitcoin. Il y a Bitcoin Cash. Ouais. Ils ne sont pas d'accord avec la philosophie que le Bitcoin va être une monnaie numérique, une monnaie plutôt un or digital. Actuellement, c'est considéré comme un or digital parce que ça avait atteint $5 000. Donc pour eux, il faut que le Bitcoin soit une monnaie qui permettra de l'utiliser dans notre quotidien. Ils ont créé un nouveau Bitcoin. Donc c'est ça, dans la communauté Bitcoin, si vous n'êtes pas d'accord, vous allez créer autre chose. Ben oui. C'est ça aussi le gros problème. Après, on va s'arrêter juste un court instant pour que la pub ne coupe pas et on revient juste derrière. 80.3 FM sur à Reims, toute sa région.
sur 94 FM. À Clermont-Ferrand et toute sa région. Allez, de retour dans les studios de France Maghreb 2. Merci à vous d'être avec nous ce soir, malgré la soirée footballistique. Je sais qu'il y a de gros matchs, c'est bien, profitez-en. Mais profitez également de cette émission puisqu'on vous parle de la blockchain, de Bitcoin et puis de monnaie virtuelle. On revient donc sur le plateau retrouver notre invité ce soir. Il s'appelle Nassim Belwar, il est étudiant en master expertise économique et il est également cofondateur d'une start-up qui s'appelle Blockchain Algéria. Donc on va en parler tout à l'heure pour savoir un petit peu ce que fait l'Algérie dans ce sens-là. Abir est avec nous sur le plateau, elle est chroniqueuse également sur Busimuse. Alors tu avais une question? Deux même. Deux. Alors allons-y. La première, en fait, je vois pas le but, l'intérêt de la blockchain. Alors, il y a plusieurs blocs. Parle dans le micro. Il y a le Bitcoin, mais j'ai vu aussi qu'il y avait, ça peut être pour sauvegarder des données, des passeports, que c'était surtout public. C'est ça qui me fait peur. Ça veut dire que je peux stocker des données perso. Et qui serait accessible par tout le monde? Non, parce qu'il faut un mot de passe. Chacun. Mais un mot de passe, ça se. Non, mais ça je veux se dire, trouve. toi, tu dois avoir ton propre mot de passe Oui. pour accéder à tes données. Mais comme pour tout. Comme pour mes boîtes mail, comme pour mes blogs. Mais hier, je me suis fait hacker mon blog. Pourtant, c'est mon mot de passe. Il est hyper compliqué. Il y a 1000 chiffres dedans, 1000 lettres. Et ils ont réussi. Et ils m'ont hacké mon blog. Donc, je vois pas comment déjà ça peut pas être hacké. Okay. Bon, on va laisser Nassim nous répondre. Et puis le but, ça marche bien les billets. Moi, j'aime bien les billets perso. Pourquoi supprimer? Alors, je sais qu'il y a tout un monde, le monde financier, c'est compliqué, etc. Mais je suis peut-être vieillot, mais voilà. Alors, Nassim, alors. Okay. Donc, faudrait savoir que moi, je faisais de la finance. Après, j'ai lu sur la création monétaire, j'ai lu sur plein de choses sur la finance. Après, j'ai détesté le système actuel. Actuel. Ah bon? Bah oui, moi, je fais tout pour être en marge du système. Mon argent n'est pas en banque parce que vous savez, il y a une loi qui a été votée il y a 15 jours, peut-être que vous ne le savez pas. Mais en cas de crise, la future crise qui arrive, parce qu'il y a une crise qui arrive, vous n'aurez pas le droit de retirer votre argent en fait. Ah oui. Ça a été voté, donc si vous aimez ce système-là, moi je l'aime pas. Mais comment faire? Mais comment vivre sans les banques aujourd'hui? Avant la blockchain. Oui, je vais vous expliquer. En fait, également, si vous faites un transfert d'argent chez Fawzi par exemple, il y aura une banque qui va vous infliger une commission exorbitante. Par contre, avec le Bitcoin par exemple, vous aurez un taux de 0,5%. Donc c'est pratiquement gratuit. Une fois, il y a eu un transfert d'argent de 20 milliards avec un coût de 6 dollars. Donc, ça vaut le coup. Ouais. Ça vaut le coup. Je vous invite à trouver un meilleur rapport prix-qualité. Également par rapport au temps. Si vous faites un transfert d'argent, par exemple, d'un compte à compte, ça va durer 4 jours, voire une semaine. Par contre, grâce aux crypto-monnaies, c'est en 1 minute ou voire 10 minutes. Donc, en termes de rapport prix-qualité, je me demande comment être averse par rapport à ça. Ah, justement, j'ai une question, Fawzi, à Nassim. Quand vous parlez effectivement de commissions qui sont moins importantes, sur PayPal, par exemple, je sais que c'est 30%, donc effectivement, c'est un intérêt. Mais cet argent, il va où? Comme il n'y a pas de banque, l'argent là qui est commissionné sur le Bitcoin, pour les auditeurs, voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer où est-ce que qui l'encaisse? Et qui l'encaisse et qu'est-ce que ça finance? En fait, ça part d'un particulier en particulier, il n'y a pas un organe central qui va bénéficier de la transaction. En fait, les 5% qui l'encaissent, c'est les mineurs en fait. C'est ceux qui possèdent des ordinateurs et qui font tourner pour valider les transactions. Qui participent au programme Bitcoin. Et c'est à travers ça qu'il y a une création du Bitcoin. À travers chaque bloc, il y a une création du Bitcoin. Il y a 12,5 Bitcoins qui se créent après chaque bloc. Avant c'était 50, puis à chaque 4 ans, ça se divise par 2. Avant c'était 50 par bloc, puis 25. À partir de 2017, il y a 12,5. Donc en fait, il y a une quantité limitée de Bitcoin. Oui, il y a uniquement 21 millions de Bitcoins qui vont être créés. Ah, ça c'est problématique. Pourquoi?
Mais il en aura pas pour tout le monde. Bah, Non. Je pense. ça explique le fait que le Bitcoin avait atteint $5000 Oui. la semaine passée. Parce qu'il y aura Mais une pas fois pour qu'il n'y aura tout plus le de Bitcoin, Oui. qu'est-ce qu'on fait de notre argent? Mais il y aura des fractions de Bitcoin. Le Oh. Bitcoin, on peut avoir 0,000. On peut fractionner. Oui, mais alors, fraction. mais ces fractions, s'il y a moins de Bitcoin, s'il y a que 21 millions de Bitcoin, Oui. ces fractions vont prendre de plus en plus de valeur. Oui, Eh mais oui. en termes pour le quotidien, pour les transactions, ça n'a aucun impact en Ouais. fait. D'accord. Qu'un Bitcoin coûte $100 ou bien $1000, je vois pas. Pour vous, c'est pareil, 100 $ ou 1000 $. Mathématiquement, c'est pareil en fait. Mais après, si vous voulez par exemple acheter un Bitcoin à $5000 Ouais. et vous avez uniquement $100 à investir au track, Ouais. vous allez acheter uniquement une fraction. Une fraction. Ouais, ouais. Donc Alors, il y a une question qui est très importante aussi, et avant de faire cette émission, on a échangé au téléphone et je vous ai posé cette question, l'histoire de l'indexation. On sait qu'aujourd'hui, le dollar est indexé sur l'or, hein, comme l'euro, comme toutes les monnaies, hein, mais le Bitcoin, il est indexé sur quoi? Donc là, c'est une autre faute parce que le dollar n'est indexé sur rien du tout. Ah, d'accord. Bah alors, Ni vous nous le apprenez- dollar, ni l'euro n'est indexé sur ni l'or, ni rien du tout. Bon, on Avant, sait qu'il y a beaucoup d'histoires autour du dollar et tout, mais Non, alors, non, c'est expliquez-nous. pas indexé. Le dollar, il y a une banque centrale. C'est pas une banque centrale. Il y a la Fed qui Oui. émet du dollar. et c'est ça- une entreprise privée. Voilà, c'est une entreprise privée Qui fabrique des qui billets. fabrique des billets. Elle peut, voilà, exactement. Elle peut C'est influencer. le président Nixon, je crois, qui avait été Privatisée. qui avait, Ouais, été c'est sur ça. l'indexation. En fait, ils maîtrisent le monde. Ils peuvent mettre autant de. Il y a déjà la quantité du dollar qui a été émise les dernières années, ça a multiplié par 4. C'est pour 4 ou ça 5, que- oui, oui. ouais, 4 et 5, il n'y a que 5% il y a 5% du PIB américain Mhm. pour lequel la Banque centrale américaine produit ces dollars. Alors quand je parlais de l'or, en fait, c'est parce que les États, quand ils veulent imprimer des billets, ils doivent donner l'équivalent en or. C'est-à-dire que la France, quand elle veut imprimer des billets d'euros, elle doit avancer la même quantité en or. Hein. Je pense que c'est ça. Il y a une compensation. ouais. Voilà. Non, Et en donc, fait, En fait, c'est pas indexé sur l'or, c'est indexé sur la dette. Les banques, les banques ils font des dettes et l'on voit à la banque centrale un carnet, puis elle gagne un certain pourcentage, un taux sur la dette. sur la dette, c'est tout. Mais c'est pas indexé sur l'or depuis longtemps. Par contre, pour vous répondre, les crypto-monnaies sont indexées selon l'offre et la demande. Le Bitcoin est à $5000 parce qu'il y a une forte demande et l'offre est limitée. Ah oui, c'est normal. Voilà. Par contre, il y a des crypto-monnaies qui valent actuellement 0,005. Parce que leur plafond est 1 milliard, par exemple. Il y a, par exemple, le Verge, c'est une crypto-monnaie qui a un très grand plafond. Il y a une très grande demande actuellement, mais sa valeur est toujours 0,007 $. Et c'est une monnaie qui est utilisée au Deep Web actuellement. Parce que vous savez, le Bitcoin n'est pas anonyme, il est pseudonyme actuellement. On peut tracer les cryptos. On peut les tracer. Ouais, il y a des entreprises qui se développent actuellement. Elles font ça, elles font la traçabilité des échanges sur la blockchain. D'accord. Mais après, il y a des nouvelles crypto-monnaies comme le Dash, comme le Zcash, comme par exemple le Verge. C'est des crypto-monnaies qu'on ne peut pas tracer actuellement. Ça devient encore plus Mais compliqué. j'ai pas Voilà. répondu tout à l'heure Ah, Abel. Ouais, à Abel. En fait, il existe des blockchains privées, des blockchains publiques. Ah ouais. Vous savez, par exemple, les banques, pour vous répondre tout à l'heure, vous parlez des banques. Actuellement, les banques, c'est elles qui bénéficient de la blockchain. Il y a ce qu'on appelle la blockchain Ripple. C'est essentiellement tenu par 50 banques. Elles font les transactions bancaires grâce à cette crypto-monnaie. Donc, ouais, mais c'est pas une blockchain publique. C'est une blockchain privée, donc l'accès est privé. Il n'y avait pas il y a un litige entre Ripple et puis 3A ou 3M, une autre entité aussi qui... Ouais, actuellement, il y a une concurrence entre les crypto-monnaies. Vous savez, d'accord. il y a 950 et chacun essaie de développer son projet pour... Moi, je dois vous avouer que avant de venir pour préparer l'émission, je me suis adressé à mon fils qui a commencé à m'expliquer les bitcoins et j'ai décroché comme je viens de décrocher à l'instant. Non mais vraiment, autant je suis très enthousiaste à l'idée
que les nouvelles technologies puissent améliorer le quotidien de chacun. On est dans le progrès et en effet, vous évoquiez l'arrivée de l'Internet, les balbutiements, le début. Il y a eu des ratés, c'est évident, et d'où notre méfiance, et elle est fondée. Ce que je veux juste dire, tout à l'heure on abordait le fait qu'on ait des documents qui soient quelque part stockés, mais c'est une part de notre identité, et se faire voler notre identité, c'est quand même quelque chose de compliqué. Ensuite, moi je voudrais juste mettre un bémol sur cette idée d'argent qui d'abord qui fluctuerait, qui prendrait ou qui perdrait de la valeur. Ça veut dire que n'importe qui peut justement faire cracher un pays en prenant une décision. On connaît l'histoire de la Grèce. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, cette monnaie du coup qui est dématérialisée, qui n'existe plus, moi me pose problème. Et Abel, moi je te rejoins. Quand j'ai un billet de 20 euros, un billet de 50 euros dans la poche, et que je pars faire des achats, je sais que c'est la valeur de... Enfin, c'est pas le billet que tu sais que tu peux t'acheter 10 tacos avec. Voilà, je peux m'acheter 10 tacos. Mais ce que je veux juste te dire, c'est que cet argent, je l'ai. Alors, du coup, le billet ne m'appartient pas. La valeur du billet m'appartient. Mais le billet ne m'appartient pas. Mais c'est quoi le but? Enfin, on veut faire disparaître la monnaie, mais j'ai presque envie de dire... Alors, on va dire que c'est de la paranoïa, mais à qui profite le crime? Enfin, c'est quoi le... moi, personnellement, ça me pose problème. Ensuite, on parlait de l'or. On le sait bien, l'or, c'est la valeur refuge. En temps de guerre, il n'y a que l'or qui existe. Les billets de banque, ça redevient du papier. Si demain, les bitcoins, subitement, ça commence à devenir une guerre économique entre deux entités, dont l'une aurait justement le leadership sur les bitcoins et justement ferait pression sur d'autres pays, moi ça me pose problème. Très sincèrement. Mais grosso modo, on pourrait rien y faire. Nassim. Par exemple, ce qui s'est passé en Algérie par rapport à la valeur de monnaie. Par exemple, ce qui se passe actuellement en Algérie, qui se réfère à la banque, à la planche à billets par exemple. Donc les consommateurs vont perdre à peu près 50% de leur pouvoir d'achat. Oui, dévalue la monnaie. Oui, elle va être dévaluée. Mais par contre, dans les crypto-monnaies, vous savez, il existe plus de 950, on a le choix. Donc il y a une concurrence entre déjà les crypto-monnaies elles-mêmes. Donc si le programme du Bitcoin... mais est-ce qu'il ne va pas en rester qu'une seule à la fin? Enfin, je sais pas. Non, mais chaque crypto-monnaie a sa spécificité. Par exemple, l'Ether, c'est la monnaie qu'on utilise dans le logiciel Ethereum. Sa spécificité, c'est qu'on peut créer avec des smart contracts, par exemple. Et tout à l'heure, j'ai parlé du Verge. Verge, sa spécificité, c'est anonyme. Donc, Pardon, je vous coupe un instant, mais justement, c'est là où ça me fait peur, parce qu'en fait, aujourd'hui, les paradis fiscaux, on les connaît, et on sait très bien que les gens qui planquent leur argent dans ces paradis fiscaux le font sur des comptes anonymes, des comptes offshore, justement, pour pas être tracés. Est-ce que justement le Bitcoin, c'est pas une réponse à justement un traquage qui est fait à l'égard des personnes je ne vais pas vous parler de Cahuzac et de sa lutte contre la fraude, mais ce que je veux juste dire, c'est que est-ce qu'on n'alimente pas justement une porte parallèle qui permettrait d'arriver au même résultat? En fait, est-ce qu'on ne veut pas créer un nouveau paradis fiscal? En fait, vous le dites vous-même que l'évasion et la fraude et la vente des choses illégales sauf qu'il y a des banques existent depuis toujours. Donc, enfin, il y a des banques qui commencent à balancer les noms des titulaires de compte. Il y a des banques qui commencent à balancer. C'est pareil que le Bitcoin. Comme je disais, le Bitcoin n'est pas anonyme, mais pseudonyme. Il y a des entreprises qui peuvent faire des traçabilités. Chaque jour, on entend qu'il y a des gens qui sont interpellés parce qu'ils ont acheté des choses avec le Bitcoin, que ce soit des armes ou des choses illégales. Donc c'est traçable. On peut tracer les Bitcoins, mais les produits anonymes, illégaux, on peut les acheter, que ce soit avec le cash ou bien avec les crypto-monnaies. Donc pour régler ce problème-là, il faut aller plus dans des choses profondes, et c'est pas la cause de la monnaie, à mon avis. Ah bien. On disait tout à l'heure qu'il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de système de contrôle. Ouais. Moi, ça me gêne beaucoup, parce que justement, donc je vous disais, je me suis fait hacker mon blog. J'ai eu je me suis fait ma carte bancaire. On a utilisé ma carte, voilà, sur Internet.
qu'est-ce qui s'est passé? Donc tout de suite mon webmaster m'a appelé, m'a dit est-ce que tu connais un Freddy d'Allemagne? Non. Bah, il s'est mis administrateur sur ton blog. Donc lui, mon webmaster, surveille. Mhm. J'ai quelqu'un qui... Moi, je regarde pas mon blog spécialement tous les jours. J'ai quelqu'un qui s'en occupe. À la banque m'a appelé. Il y a eu ce prélèvement, il paraît suspect. Est-ce que c'est vous? Non. Donc, ok, on fait opposition à la carte, etc. Là, il n'y a personne. Il n'y a personne qui contrôle. Il n'y a personne qui régule. Pour l'argent, c'est une chose. Bon, je vais être ruiné, moi. Je suis une personne lambda, mais pour un pays, pour une société qui dont les personnes ont investi dedans, donc ça peut avoir des conséquences dramatiques pour des milliers de personnes. Voilà, c'est ça moi qui me fait peur, c'est qu'il n'y ait pas de système de contrôle, ou alors il y en a un, on le sait pas. Ben Nassim va nous le dire. Comme chaque révolution, par exemple, chaque révolution, d'abord il y a lorsqu'on propose une innovation révolutionnaire, d'abord les gens sont méfiants, puis ça devient dangereux et après ça devient banal. C'est comme l'esclavage ou comme le vote des femmes par exemple. Avant c'était comme la carte bleue. Ouais, voilà, comme la carte bleue. Et actuellement 80%, pour vous répondre, 80% de la monnaie actuellement en Europe, c'est une monnaie électronique, 80%, et la base de données c'est uniquement dans la banque centrale européenne en Allemagne. Donc si on arrive à hacker cette banque centrale, toute l'Europe sera ruinée. Donc c'est pareil. Alors, donc mais j'ai quand même le choix. Ce que je veux dire, c'est que je peux très bien payer avec ma carte bleue, comme je peux aller à un distributeur et prendre du cash. Oui, mais c'est limité. Et c'est le choix en fait. Là, c'est limité. C'est à 400 €, c'est limité. Alors, par contre, on va aborder un autre aspect, puisque là, on parlait de régulation et d'autorité de régulation. Je vais vous donner un exemple qui s'est passé il y a quelque temps. Le gouvernement indien, je ne sais pas si vous vous en souvenez, avait décidé du jour au lendemain le retrait de la totalité des billets de 500 roupies, de 1000 roupies. Et c'est récent. Oui, c'était récent. Et donc, ce genre d'intermédiaire, par exemple, le gouvernement indien, c'est lui qui imprime les billets, donc c'est lui qui décide de les mettre en circulation et de les retirer. Mais du jour au lendemain, il décide que, tiens, on vous retire ces 500 roupies ou 1000 roupies. Bon, bien entendu, vous allez pouvoir les convertir ou avoir des billets de 200 roupies peut-être. Mais grosso modo, une autorité de régulation peut décider de choses du jour au lendemain sans votre accord. Ouais. Tandis que dans la blockchain, a priori, il n'y a pas de ce genre de régulation. Il y a un consensus qui se fait autour de la communauté. Non, mais je pense qu'il y a des bonnes choses. A contrario, on peut quand même dire que dans la blockchain et dans les bitcoins, c'est pas la révolution, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, il y a d'autres monnaies électroniques qui existent. Ouais. Aujourd'hui, on peut payer sur Internet sans donner son code de carte bleue. Il y avait Monero qui était déjà mis en place. On a parlé de PayPal. Il y a des monnaies électroniques. La valeur aujourd'hui que ça apporte, et c'est vrai que ça interpelle aussi sur la sécurité. Il y a, et là je parle sous votre contrôle, c'est qu'une place boursière des plus réputées sur Bitcoin qui a quand même fait faillite. Donc du coup, les gens qui avaient de l'argent, si vous aviez de l'argent ou une entreprise, vous citez tout à l'heure les entreprises, vous perdez du jour au lendemain tout votre argent. Alors qu'on peut toujours se retourner quand on a un organe de contrôle contre une banque. Voilà. S'il y a un site qui est attaqué, il y a des assurances. Là, on sort vraiment d'une philosophie classique. En fait, ça dépend de votre aversion au risque. Soit vous pouvez télécharger votre wallet sur votre PC et la garder vous-même. Donc là, vous serez votre propre banque. Ou bien vous allez donner confiance à un portefeuille en ligne, par exemple. Il y a énormément de portefeuilles en ligne. Vous donnez confiance à un portefeuille en ligne et vous sauvegardez votre argent. Tout dépend de votre aversion. Mais personnellement, je garde mon argent moi-même. Ma wallet est chez moi, sur mon PC, parce que je suis averse au risque. Mais après, tout dépend de vous. Je peux vous poser une question? Oui. Alors c'est une question un peu polémique, mais vous prenez avec le sourire. S'il n'y a plus d'électricité, comment on fait à Saint-Martin? Tous ceux qui ont acheté des bitcoins. C'est pareil que maintenant. Même maintenant, lorsqu'ils utilisent le cash et la monnaie fiduciaire classique, ils sont en ruine. Donc ça ne veut pas dire que... Mais il y a quand même une dépendance très forte à la technologie, à l'électricité, voilà, à tous ces outils classiques. Tout à l'heure, on parlait de valorisation des pays. Effectivement, c'est l'indexation sur la valeur des pays, sur la richesse qui dégage, le PIB, ça peut être l'or, effectivement, vous avez raison, ça a changé.
ce qui interpelle avec les bitcoins, et encore une fois, c'est pas que du négatif, c'est aussi cet organe de régulation. Si je fais le pendant avec la communauté open source, vous avez raison, il y a des lobbies aujourd'hui. Alors il y a des lobbies qui sont bienveillants. Par exemple, dans la communauté open source Linux, on peut pas arriver du jour au lendemain définir une nouvelle règle. Donc s'il y a un lobby déjà qui a déjà prédéfini des règles, et dans le Bitcoin ça doit être le cas, on peut pas changer ces règles. Est-ce que c'est le cas? Non, mais c'est des millions de gens qui votent, je comprends pas. Bah, c'est des millions de gens qui votent, mais sur des standards qui sont définis, qui sont Après, proposés. si les gens votent sur des choses qui vont les ruiner, là c'est leur problème, mais je vois pas en quoi ça peut être un problème. C'est important. Alors, C'est un consensus. Je pense pas que les gens vont voter sur quelque chose qui vont les ruiner. Enfin, l'histoire montre que les Non, gens ont voté sur des choses. mais lui, ce qui le préoccupe, c'est plutôt qui fait les règles. C'est ça. Voilà, parce Les qu'on standards. vote quelque chose, mais qui a Qui écrit propose- les... a augmenté ses C'est des frais, il m'a pas développeurs demandé en mon fait, avis. c'est des développeurs qui proposent et après ça va être validé. D'accord. C'est Alors- des milliers de développeurs qui existent actuellement. Pour que vous le sachiez, il faut savoir que les pays, tous les pays travaillent déjà sur les bitcoins et sur les monnaies virtuelles, la blockchain. Et d'ailleurs, ici en France, vous avez des informations sur le site suivant, stratégie.gouv.fr, qui a lancé un groupe de travail consacré à la technologie des blockchains. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations là-dessus. Par ailleurs aussi, en Afrique, le Ghana, lui, a décidé de mettre aussi son cadastre sur la blockchain pour justement pallier au problème de, comment dire, de droit sur les terrains, etc. A priori, il y avait beaucoup de problèmes parce que des gens n'avaient pas les titres qu'il fallait, parce qu'ils n'avaient pas le document, etc. Mais aujourd'hui, avec la blockchain, on peut mettre des documents de ce type, du type cadastre, et ainsi retrouver donc les vrais propriétaires. Mais ça, c'est adaptable aussi au niveau de la santé, au niveau aussi de l'enseignement. Les applications sont quasiment illimitées. Je voulais qu'on parle aussi un petit peu de blockchain Algérie. Donc c'est un bureau de conseil et d'expertise que j'ai fondé avec un ami. On a constaté qu'il y a un manque de cette technologie autour du paysage socio-économique en Algérie. Donc on est là pour pallier ce manque et faire dans une démarche d'accompagnement et de conseil afin d'orienter les gens pour tirer profit de cette technologie. Donc on propose divers services. Déjà on leur apprend à utiliser les technicités basiques, par exemple ouvrir une wallet, comment stocker son argent, transférer son argent, acheter, vendre et tout ce qui s'ensuit. Également on fait de l'incubation pour les entreprises afin de les accompagner à utiliser les technologies liées à la blockchain, notamment les smart contracts. Et à partir du mois on a déjà commencé, on a animé déjà un séminaire. Et à partir du mois d'octobre, on va organiser une série de séminaires, conférences afin de démocratiser les concepts liés à la blockchain. Voilà. Vous les aidez à convertir aussi de l'argent, Oui. de l'euro en Oui. bitcoin? Actuellement, on a 10 portefeuilles qu'on gère. On gère 10 portefeuilles, mais on a conseillé à peu près 150 personnes. En un mois et demi, on a conseillé à peu près 150 personnes. Et avec des bitcoins, est-ce qu'on peut acheter des monnaies comme l'euro, le dollar, le dinar, le dirham? Bon, les dinars, pas encore. Bon, alors le dollar, on va Bon, dire. comme on peut acheter des bitcoins, on peut les vendre également. Ouais. On fait l'inverse en fait, la D'accord. procédure. Et la procédure se fait où? Dans une banque ou... Vous pouvez aller sur les marchés des crypto-monnaies ou bien Ouais. sur des wallets. Par exemple, il y a la wallet blockchain.info. Mhm. Vous allez acheter avec votre carte bleue et si vous voulez vendre vos bitcoins, vous faites la procédure inverse. D'accord. Alors, une information aussi importante, c'est que les grandes banques, les grands groupes financiers sont contre la blockchain, les blockchains, puisqu'il y en a beaucoup. Par contre, paradoxalement, elles y travaillent toutes. C'est ça aussi le paradoxe. Donc, elles savent qu'à un moment ou un autre, ça va arriver. Qu'elles n'y pourront rien. C'est normal que les banques soient contre, mais elles sont pas toutes les banques sont contre. Parce que les 5 plus grosses banques, Elles travaillent dessus. Elles travaillent dessus. Par exemple, il y a le Crédit Suisse. Oui.
qui a investi plus de 50 millions d'euros en recherche et développement dans cette... Vous ne dites pas que le Crédit Suisse, c'est pas une grosse banque. Non, mais comment est-ce qu'on peut expliquer que des banques comme le Crédit Suisse ou Goldman Sachs investissent massivement dans la recherche, le développement, de façon à maîtriser un petit peu la blockchain, et que d'autres banques ne le veuillent pas? Est-ce qu'elles sont prêtes à mourir, ces banques? Effectivement, parce que les crypto-monnaies sont en concurrence directe avec le système classique. Parce qu'elle remplace le système, la monnaie. Oui, exactement. Elle remplace le tiers, donc je comprends qu'elle soit. Est-ce que c'est la fin de la banque? À mon avis, oui. À mon avis, après une deuxième crise qui va se produire, d'après les experts, très bientôt. Alors c'est quoi cette crise? C'est une crise de quoi? Ça va être une crise, parce que vous savez, actuellement, les Américains ne sont jamais endettés autant. Ah oui, mais ils sont super endettés. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a une émission de plus de 4 fois de la quantité du dollar. Et les gens également sont en train de perdre la confiance dans cette monnaie. Avant, il n'y avait pas d'alternative, mais actuellement, il y a des alternatives. Il y a 25 indicateurs boursiers qui disent qu'on est sur au bord de l'explosion. Ouais, au bord de l'explosion. Donc, à mon avis, après une deuxième crise, les gens vont s'intéresser massivement à ces crypto-monnaies. Parce que vous savez, actuellement, on peut tout faire avec les crypto-monnaies. Vous pouvez aller sur la blockchain, par exemple, Purse. Ouais. Vous pouvez acheter les mêmes produits qu'Amazon avec 25% de moins du prix. Ouais. Donc, c'est une concurrence directe. Ah oui, ça fait mal. Voilà, donc les grands géants, par exemple, il y a des logiciels comme Google Chrome et tout sur la blockchain, et ils assurent que leurs données ne seront pas centralisées comme Google Chrome par exemple, qui détient nos données personnelles et tout ce qui s'ensuit. Tout à l'heure on parlait, vous avez parlé de la disparition de quelques emplois, j'ai pas pu vous répondre tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y aura la disparition, mais il y aura une émergence de nouveaux emplois. Par exemple, il y a une blockchain qui s'appelle Steemit. C'est destiné aux journalistes, pas forcément aux journalistes. En fait, le principe, c'est quoi? C'est que les gens viennent, ils rédigent des articles et ils sont rémunérés en fonction des j'aime ou des commentaires qu'ils vont recevoir. Ah, ça m'intéresse bien, ça. Avec une crypto-monnaie qui s'appelle Steem. Donc vous pouvez après, l'emploi va devenir de plus en plus autonome. Il y a également une start-up qui est développée actuellement depuis longtemps là, sur la blockchain. Il y a Arcade City qui est en train de uberiser Uber. Donc Uber actuellement est devenu un organe central qui prélève 25% des commissions. Actuellement, grâce à cette crypto, plutôt à cette blockchain, elle permet d'uberiser Uber directement entre particuliers. Bon. Donc j'espère que vous êtes plus écoutez, on vous réinvitera pour suivre un petit peu l'évolution de tout ça. En tout cas, merci d'être passé, Nassim. Je sais que vous allez reprendre vos études très bientôt. On vous suivra, vous restez en contact avec nous. Ali, vous restez ici sur le plateau, Abir également et Abdeslam. On va passer à la deuxième partie de cette émission avec Nordine du collectif Ameb qui viendra nous parler un petit peu de l'actualité des Rohingyas. A tout de suite.